différence Oui, que oui, j'aimerais miner, tu vois. C'est une différence, c'est une différence qui est une Quelle est différence. cette différence, C'est en une fait, différence je veux dire. fondamentale, mais c'est la même différence qu'il y a Fanon, non? Oui, oui, oui. Donc, Enfin, quand tu prends Fanon, non? Ouais. Tu dis, mais c'est lui, il avait tout compris. Hein? ouais, ouais. Ah, on a tout compris, c'est-à-dire. Ouais. Mais lui aussi, c'était parce qu'il était engagé d'une certaine manière. Années 50, Ouais. et Ouais. aujourd'hui, 60. Ouais. c'est parce que sur la question raciale, Oui. sur la question postcoloniale, postcoloniale, raciale, sous le gendre, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est parce qu'il était engagé d'une manière Mais oui, militante? mais oui, mais quelle oui. est cette différence? Tu Mais vois, oui. c'est ça, cette différence que j'essaie de. Mais je crois. Pourquoi Augustin d'Hippona, Pourquoi Augustin? il est mieux que saint Thomas? Parce qu'il était engagé. Parce qu'il était engagé. C'est évident que l'engagement, c'est quelque chose de... Comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça donne? Comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça reflète? Une manière de penser différente? C'est une manière de différer. Tu vois, j'ai un de mes plus chers amis, non? J'étais en présent avec lui, longuement et tout ça, Paolo Vir, non? Qui est prof à... Maintenant, il est prof à Rome. Ouais. Et qui est quelqu'un qui dit, moi j'ai fait de la philosophie, il a dit, j'ai arrêté de faire de la politique, j'ai fait de la philosophie parce que la politique, ça me laisse toujours, la politique ne peut pas conclure. En philosophie, je peux conclure. Ah ben c'est intéressant ça. La philosophie, mais ça me laisse toujours à moitié du chemin. La philosophie, la politique. La politique, ça me laisse toujours à moitié du chemin. Ouais. Mais donc, parce que c'est un processus qui ne se termine jamais. Et donc, chers amis, continuez à faire de la politique. Et moi, j'ai conclu. Je pense qu'il faut, parce que la position philosophique exige la position académique. Je dis qu'elle n'est pas philosophique, parce que le cynique Foucaultien, c'est quand même un philosophe. Oui. Il est complètement dedans. Oui. Et nous, on est des cyniques. Les ouvriéristes sont des cyniques. Ah, vraiment? Ah, c'est ça? Oui. Ok. C'est évident. Et donc, tu te considères... Sauf qu'on construit un peu plus de quelque chose de plus, oui, que le barreau seulement. Donc toi, tu te considères comme à la fois philosophe et à la fois philosophe militant. J'ai l'impression quand je t'écoute. C'est vraiment c'est un mariage avec... Oui, parce que moi j'ai 90 ans et j'ai vécu une vie dans laquelle j'étais philosophe au début. Et après, j'ai commencé à méditer. J'ai fait une militance acharnée. Et après, je dois dire, par exemple, à partir de 94, 84, j'étais ici en France. Ce sont été pour moi des années très importantes, de 84 à 97. J'étais ici à Paris, sans papier, mais avec des amitiés qui m'ont ouvert un peu toutes les portes, comme ça, non, j'ai pu enseigner, j'ai pu travailler. J'ai fait surtout de la sociologie, parce que c'était la seule façon parce qu'enseigner, c'était... On ne gagnait pas, on ne gagnait pas assez, parce qu'on ne pouvait pas avoir des postes, des charges de temps en temps, quelques heures. Enfin, le sociologue, au contraire, je pouvais gagner ma vie. Et j'ai travaillé comme un fou, vraiment beaucoup. Et j'ai suivi, par exemple, toute la transformation de la plaine Saint-Denis d'un lieu fordiste, non? Dans un lieu. Ils ont fait le stade. Là, il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers, où il y a le stade maintenant. Le stade de France. Et maintenant, il y a des petites industries, petites boîtes informatiques, cinématographiques, culturelles et tout ça. Il y a quelques petites... Il y a beaucoup d'industries de services, comme ça. Et après, il y a le stade qui est là, tu vois la différence. Transformation. La transformation de cette zone-là. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà jeté dehors les ouvriers. Il y avait ces énormes
usine, mais énorme. Vraiment, il y avait 50 000 ouvriers, choses comme ça. Non, c'est-à-dire, voilà. Il y avait ces usines énormes, la pêche. Une après l'autre, une après l'autre. Et nous, on a travaillé à ça, mais pour une mairie communiste. Parce qu'ils étaient encore les vieux communistes, même c'était très intelligent parce que c'était Balzac, le maire. Et nous savez, quand il nous a connus, on a parlé ensemble un peu comme ça. Il a dit, vous êtes nous, on a raconté ce qui était passé en Italie, dans ma région en particulier, dans la Vénétie, non? Dans laquelle il y avait eu Benetton, le phénomène Benetton, c'est-à-dire qu'il avait fait cette énorme. Il a donné les ouvriers qui étaient là-bas à l'usine. Ils s'étaient jetés dehors de l'usine, ils allaient à la maison, et lui, il arrivait à la maison, il disait, vous travaillez ici la laine, non? À la maison, et après vous me l'amenez. Il a construit un empire en faisant travailler les gens dans leur maison. Hein. Pour éviter la collectivité de l'usine. Exactement. Et donc, ici, ils ont compris que la chose était la même, et quand je leur racontais comment la chose était allée, ils m'ont dit, non, nous, on va maintenir la base et tout ça. C'était un rêve, non? C'était un rêve, parce que ils avaient contre le Rodiatoce, ils avaient toute la grande industrie. Tous les territoires, là, ils étaient tous dans les mains de là. Et après, il arrivé Bolloré, il a tout resté. Il a fait ce qu'il a voulu. Mais nous, on a travaillé bien, on essaye de construire un système plus articulé, voilà, pendant des années. Et c'était pour moi très important, parce que c'était vraiment voir comment la sociologie pouvait intervenir. Et on est intervenu sur plusieurs fois pour construire des choses, et c'était Stigler, peut-être tu l'as connu, Stigler qui est mort l'année passée, non? Bernard, il a essayé de faire la même chose, mais dernièrement, dans les dernières années de sa vie, qu'il est arrivé là, il avait des rapports, avec des industries qui lui demandaient de faire la même chose. Non, c'était très intéressant. Pour moi, c'était une chose d'une importance énorme. Comprendre comment c'est agir à la pluralité. Et c'était, je te dois dire, que donner un élan. Des Guattari avec lesquels j'ai fréquenté dans cette période-là. Vraiment, ils m'ont aidé énormément à penser ça. Alors, pour tout synthétiser, pour essayer de... Donc il y a une différence énorme entre la pensée, par exemple, de Fanon, de Krahl, qui sont des gens qui étaient engagés, militants eux-mêmes, et la pensée plus académique, disons. Il y a une différence qui est dure à expliquer, mais j'ai l'impression que pour toi, comme philosophe et en même temps philosophe militant, tu as une certaine ouverture à tous les textes, parce que c'est ton travail, je dirais presque, ton travail de discerner ou de créer ou de penser la pratique qui peut ensuite trouver quelque chose d'utile dans ces textes différents, même les textes non militants. Voilà, Oui, j'ai fait ça, mais je crois que derrière Krahl et derrière Fanon, il y a la même chose. Hein. Je ne pense pas que Fanon soit... Les gens ne deviennent pas intelligents sans lire, hein, sans travailler. Oui. Le problème, ça peut être différent, je pense. Et je pense que le problème, c'est celui de comprendre, par exemple aujourd'hui, comment on peut changer le langage. Parce que moi, j'étais, par exemple, je suis vraiment un produit complètement, je crois, vraiment eurocentrique. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai jamais lu rien en dehors de la philosophie, de l'économie politique et de la vie des Européens. J'étais toujours immergé dans cette... Aujourd'hui, le prolétariat global, c'est quelque chose de profondément différent.
je pense que, par exemple, c'est pratiquement impossible aujourd'hui de parler d'un point de vue national, même américain. Et je pense qu'il y a cette... C'est probable, non, que vraiment ce phénomène de la globalisation nous impose, et avec le phénomène de la globalisation, la dimension écologique, nous impose un rapport avec la nature, avec la vie, toujours immanente, toujours à partir du dedans, qui est très différent de ce que j'ai eu en tant que philosophe militant complètement construit dans l'égocentrisme. Et ça vaut certainement aussi pour Kral. Un peu moins, peut-être un peu au Fanon, mais en réalité, un Fanon aussi. Il a produit. Après, il peut parler de la révolution dans les pays comme, je ne sais pas. C'est-à-dire que nous venons d'une période qui était dans laquelle la culture, c'était tout. Oui. La culture eurocentrique. Eurocentrique, c'est. Ouais. C'était tout. Ouais. Je pense que maintenant, le grand problème pour la militance, aussi, et c'est lui de réussir à passer à travers les mouvements post-global, post-national, mais post-international aussi, non? Voilà. C'est un peu le propos de Empire, ça. Oui, Empire, pour moi, Empire, c'est un point d'arrivée. Hein. Après, on a regardé Multitude, après, on a regardé. Peut-être que le propos définitif, c'était Commonwealth, non? Le commun. Voilà, mais je veux dire qu'on devrait, si j'étais plus jeune, non? Et pour moi, le rapport entre ma vie politique, et quand je dis vie politique, je dis ma vie, et la philosophie ont été toujours l'un dans l'autre, embedded, vraiment complètement liés. Je pense que chaque fois que j'ai choisi un philosophe, je l'étudiais dans des manières qui sont des manières de méthode que j'ai appris dans l'académie, oui, mais je l'étudiais avec une finalité, une lecture qui était complètement liée au présent politique. Si tu veux, je peux te faire l'exemple, pour moi peut-être le plus important, non, Spinoza. Oui. J'allais te demander sur Spinoza. Moi j'ai travaillé sur Spinoza quand j'étais en prison. Oui. J'avais une mémoire, un souvenir de Spinoza du lycée, parce qu'au lycée, mon prof m'avait fait lire quelques passages de l'éthique. C'était pour moi, c'était important, Spinoza, quand je suis passé du catholicisme au laïcisme, à la laïcité, ou si tu veux, à l'immanentisme, non? Voilà, une conception immanentiste de la... C'est-à-dire que j'avais apprécié Spinoza avant de devenir marxiste. Bon. Et après, rien, j'avais continué à avoir une information, si tu veux, sur les études qu'on faisait autour de Spinoza. En particulier, dans les années 70, j'ai travaillé entre Paris et Padoue. J'étais prof à Padoue, mais j'ai travaillé ici, j'ai travaillé à l'école à Ulm. Dans cette période-là, c'était tout seul qui m'avait donné un cours sur Marx, sur Grundrisse. Un cours qui est sorti après, il s'appelle Marx, au-delà de Marx. Mais dans cette période-là, c'était la période dans laquelle les études spinozistes étaient en train de faire vraiment avoir un renouvellement complet en France. Il y avait eu Verrou, avec ce volume vraiment impressionnant là, des lectures de textes, et surtout il y avait Matron et Deleuze, qui avaient travaillé sur
Mais c'était des connaissances assez partielles, je dois dire. Voilà. C'était la période dans laquelle j'avais rencontré même Foucault, dans la discussion et tout ça. Et justement, en 1977, j'avais fait 2 articles sur Foucault, justement, pour l'imposer en Italie. Non, c'était impossible parce que le Parti communiste avait bloqué vraiment, avait couvert complètement. On ne pouvait pas parler de Foucault. Foucault, c'était pas. Il y avait une conception de l'État. Il n'était pas bien pour le communiste, parce que l'État, il fallait le prendre, le maintenir et imposer à travers l'État. Bon. Moi, j'ai milité dans l'autonomie, j'ai milité dans ce mouvement qui était un mouvement assez important, et en 79, il m'avait mis en prison avec des accusations invraisemblables, vraiment invraisemblables, complètement idiot. J'avais 17 assassinats, j'avais été le chef des brigades rouges, j'avais comme ça. Donc, quand j'allais en prison, j'ai compris qu'il aurait été difficile sortir tôt. Voilà, qu'il fallait que je m'organisais un peu de temps, non? Dans une manière dans laquelle, pour repenser, si tu veux, les choses que j'avais vécues. Et garantir, d'un point de vue philosophique aussi, les raisons de la militance dans l'autonomie, dans l'autonomie ouvrière, dans l'autonomie de l'ouvrier social, comme ça, on l'appelait alors. Et la pensée, le souvenir de Spinoza m'est revenu, et je me suis organisé, non, pour travailler sur Spinoza. Il y avait la grande facilité, tu sais, Spinoza, en réalité, il a écrit un ou 2 bouquins, voilà, importants, non, après on peut avoir les petits, les choses comme ça. Mais il y a l'éthique, il y a le traité théologico-politique. Et donc, pour un prisonnier, le problème fondamental, c'est d'avoir le minimum de bouquins. Mais est-ce que c'était parce que tu ne pouvais pas avoir Marx en prison? Je pouvais avoir Marx, mais Marx m'intéressait moins à ce point-là. Parce que Marx, justement, je l'avais déjà étudié, dans quelque manière, je l'ai libéré, si tu veux, dans certains marxismes dogmatiques, dans une manière tout à fait définitive. Pour moi, Marx... Tu avais déjà formulé toutes les idées de l'autonomisme. Et tout ça, dans le marxisme. À ce point-là, il fallait trouver une forme dans laquelle, je ne dis pas universaliser, non, absolument pas, ni approfondir, mais trouver une autre voie, non, dans laquelle la pratique pouvait être organisée. Il fallait passer de la classe ouvrière à cette multitude. Je n'avais pas encore le nom multitude dans mon vocabulaire, mais j'avais le nom ouvrier social, dans lequel, ouvrier social, qu'est-ce que c'était? J'avais compris qu'on était en train de vivre, j'avais compris. Le mouvement de l'autonomie italienne avait compris qu'il fallait sortir, non, c'était autonomie ouvrière, non? Donc on était parti des usines, toute notre lutte était faite dans les usines. On avait fait, à travers les usines, on était arrivé vraiment à mettre en crise le pouvoir étatique et surtout à éclaircir, non, quelle était la voie d'une possible révolution, entre guillemets, en tout cas transformation radicale du mode de vivre social. Voilà. La réponse avait été une réponse de destruction des usines. Le capital est intervenu dans les années 70 en disant chez les usines, sont trop dangereuses. Il ne faut pas. Les ouvriers qui sont dehors de l'usine, et après on leur donne la possibilité de travailler, commence à y avoir un instrument informatique pour la mettre ensemble, pour réorganiser les territoires pour la production, tout ça. On avait compris tout ça. Donc il fallait faire la lutte dans cette nouvelle société, réorganiser les syndicats et tout ça sur ce niveau. Et c'était la chose importante qu'on avait compris, c'est-à-dire qu'on avait compris qu'il y avait le post-fordisme, on l'appelle comme ça, mais pour moi c'était toujours le post-modernisme, non, de quelque façon, non.
J'ai toujours interprété le postmodernisme comme image mystifiée, si tu veux, mais de ce passage radical dans le mode de production. Ouais, ouais. Donc il fallait découvrir, au-delà de la critique de l'économie politique, l'éthique politique, oui, pour y être dedans, ouais, okay, qui n'était plus celle de la classe ouvrière. Vous connaissez l'éthique de la classe ouvrière. Si j'étais l'intellectuel, j'étais le dirigeant dans le mouvement de la classe ouvrière. Le mouvement de la classe ouvrière dans lequel j'ai indiqué quel est le phare, le télos, non, de notre action. J'avais les moyens pour les organiser, pour les mettre ensemble. J'avais la doctrine qui pouvait permettre, non, pouvait permettre de construire des analyses. Tout ça, c'était déjà, pour nous, non, pour moi, mes camarades, mes amis, alors, c'était déjà complètement mis entre parenthèses. On avait substitué à tout ça la participation active. L'instrument fondamental, c'était l'enquête. L'enquête était devenue l'enquête, on l'appelait con-ricerca, rechercher avec. Okay. Con-ricerca. Con-ricerca, Ouais, ça, c'était la chose absolument fondamentale dans notre méthode. Ouais. Non, c'était une méthode révolutionnaire, effective, hein, parce que c'était. On arrivait dans les usines, on trouvait les ouvriers, on commençait à travailler avec eux, on comprenait où c'était les moments faibles, que les ouvriers connaissent toujours, non, ouais, bien, non, les moments faibles dans la production, on savait qu'on pouvait organiser l'intervention là, bloquer la production là, etc., etc. Ou autrement sur le territoire, ou les transports, tout ça, renverser la logistique. C'était toutes des choses qu'on connaissait très bien. Et en plus, on connaissait bien le rapport, qu'est-ce que c'était un ouvrier. Un ouvrier, son rapport à la famille, à la consommation. Chez nous, en particulier, où ces ouvriers venaient, ou venaient de la campagne, ou venaient du sud. Non, c'est-à-dire, ils étaient dans une période d'assimilation d'une modernité avancée. Hypermodernité, on l'appelait alors, voilà, comme ça. Donc tout ça, on l'avait déjà vécu. Oui. Il fallait maintenant trouver une forme dans laquelle vivre dans une manière complètement différente, dans laquelle l'unité, c'était quelque chose pour ainsi dire, de préexistante. C'était une coopération qui était construite par les moyens financiers et la capacité capitaliste d'organiser le social. C'est-à-dire que le capital avait anticipé toute une série de processus qui étaient des processus qui, avant, c'était la classe ouvrière même qui construisait. Et sur ça passait la victoire du capital dans cette phase. Le capital avait gagné, c'était le néolibéralisme, c'est de cette façon. Mais nous, on avait la possibilité d'y être dedans, tu comprends? Oui. De pouvoir dire, sur ça, c'était notre appropriation tout à fait non informelle, et je crois même un peu libre, assez libre du Foucaultisme. C'était sur ça, hein, en disant, bon, il y a ce passage, la société est faite comme ça, les rapports. Il y a résistance, il y a pouvoir, il y a résistance, il y a multiplicité, il y a les il y a micro-pouvoir, il y a tout ça. Mais nous, on est là, dedans. Ouais. Mais alors, si donc Spinoza arrive, disons, en 79, quand tu es en prison, mais pour arriver à cette pensée-là dont tu parles, avant de te retrouver accusé de choses complètement fous, non, Moussa, c'est Moussa, c'était Moussa. C'était, ouais. C'est Moussa parce qu'il fallait vraiment être spinoziste là. Je t'assure. Mais avant, oui, peut-être à ce moment-là, mais disons dans les années 60, quand tu as développé cette pensée autonomiste et ces différentes manières de repenser la lutte des classes ou la lutte ouvrière, tes ressources, c'était qui
tu pensais que tu étais... Tu te nourrissais de quel penseur à cette époque-là? C'était vraiment l'évolution du marxisme, de la gauche marxiste en Italie. Oui. À partir de 1956, c'est-à-dire de la crise du rapport, c'est-à-dire de la crise du stalinisme. Hein. Oui. Ça, c'est 1956, c'est le 20e congrès du Parti communiste russe, soviétique, et c'est le rapport Khrushchev sur les méfaits de Staline. À partir de ce moment-là, en Italie s'ouvre, moi, en 1956, j'avais 23 ans. Oui. Voilà. Et j'étais un jeune philosophe. Tu enseignais déjà à Padua ou pas encore après ça? 63. 63, ok. Donc... À 30 ans, là, j'étais à Padoue en tant qu'assistant, mais je voyageais un peu partout. Okay. Je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup en Allemagne à cette période-là. J'ai travaillé beaucoup sur Hegel, j'ai travaillé sur Kant, sur la pensée juridique sur la pensée juridique des philosophes kantiens entre 1789 les philosophes kantiens, et 1802, pour te dire. Donc, la philologie vraiment allemande, terrible, vraiment comme ça. Et j'ai fait ce bouquin très important pour alors, non, voilà, pour sur le formalisme kantien dans la doctrine, dans la théorie du droit. Okay. Voilà. Okay. Et après j'ai traduit Hegel en italien, non, dans cette période-là, j'ai traduit l'écrit de jeunesse de Hegel, toutes les choses qui sont sorties jusqu'à 62, 60, voilà. Et au début des années 60, j'ai connu un type qui s'appelait Panzeri, qui était un ancien cadre du Parti socialiste, de la gauche du Parti socialiste, qui avait traduit le deuxième volume du Capital, et qui était donc, il connaissait Marx très bien. Il avait laissé le Parti socialiste parce que le Parti socialiste était en train de faire la même route qu'ont fait les socialistes allemands, Bad Godesberg, l'abandon du marxisme et tout ça. Il est allé à Turin, il était devenu rédacteur de la maison d'édition Einaudi, et autour de lui à Turin, elle avait construit un groupe d'étudiants et de gens intellectuels entre la sociologie et la théorie politique. Et moi, j'ai connu Raniero, Panzeri, et avec lui, j'ai commencé à travailler autour de ce Quaderni Rossi. Donc, et c'est là qu'on a fait, c'est-à-dire on a en réalité inventé cette sociologie. Hein, mais c'était quelles années ça? 56 à peu près? Ça, à quelles années là? On est dans les 59, 59, 63. 63, ok. Il faut considérer une chose qu'en Italie, il n'y avait pas la sociologie. Oui, ok. Parce que la sociologie était, le fascisme, il y avait eu une sociologie glorieuse, non? Schiaparelli, Michels, et toute la psychologie, Peano, tous les grands sociologues déterministes, positivistes italiens. Tout ça, le fascisme avait... Le fascisme, c'était Gentile, c'était l'idéalisme, c'était les écoles idéalistes, avaient complètement... Et donc, pratiquement, on se trouve dans le moment dans lequel la sociologie était importée par les fondations américaines, non? En Italie, non? Okay. À la fin des années, à la moitié des années 50. Okay. Okay. Donc c'est bien, sauf que les fondations américaines sont arrivées pour faire la sociologie américaine, non? C'était Parsons qui nous amenait, non? Parsons, Merton, toutes ces choses-là, non? J'ai étudié bien alors, parce que c'était les choses qui passaient à l'université, voilà. Mais nous, on s'est occupé on a dit, la sociologie. Mais on a fait nous la sociologie. Ouais. Et on a commencé à aller aux usines. Commencé à aller aux usines. Et vous étiez en conversation avec quel texte? C'était
enfin, tu rejetais le marxisme, mais quand même tu étais dans les textes. C'était évident que le premier volume du Capital, c'était notre part. Ouais. Ah oui, c'était évident, la théorie de l'exploitation, c'était quelque chose à laquelle je suis encore extrêmement allié. Hein. Je ne sais pas, l'accumulation originaire, mais tu vois, on n'était pas parce qu'à côté de Marx, sur la composition originaire, en général sur la transition, c'était le grand problème de l'époque, c'était Polanyi aussi, c'était même qu'il n'est pas marxiste, absolument pas, voilà. Ou autrement, bon, sur Weber, j'ai travaillé énormément, pour te dire, non, mais sur le véritable Weber, ce n'est pas seulement les grandes théories du pouvoir traduites en américain par Parsons et tout ça, c'était Weber sur les ouvriers polonais qui travaillaient à Poussy dans les années 90 du 19e siècle. Voilà, c'est sur ça, tous ces éléments. Une énorme importance a eu pour moi Simmel, par exemple. Simmel, en tant que philosophe de la vie, de la vie de tous les jours, non? Ce sont les choses qu'après on a retrouvé à Lefebvre, qu'on a trouvé dans toute une série de courantes d'analyse du quotidien. C'est tout. Tout ça, c'était toutes des choses qu'on a assimilées. Qu'on a assimilées pour les mettre au service. Immédiatement. Pour la diagnostic, un peu, pour la diagnostic, pour la critique, j'imagine. Quand on écrivait quelque chose, on ne faisait pas de citation. On n'a jamais travaillé sur la méthode qui pour nous c'était la chose la plus horrible. C'était passer d'une citation à l'autre, de Marx à Staline, ou de Marx à Staline à Lénine. Et après ils ont continué avec Mao Tse-tung et tout ce qui venait. On ne passe pas à travers des citations, on crée nous le discours. Ça c'était. Nous on est avec les ouvriers. Ce sont les ouvriers qui parlent. Et c'était ça. C'était les ouvriers qui parlaient, parce qu'en réalité, nous, on était devenus vraiment des spécialistes dans la lecture des petits morceaux de papier qu'on distribuait le matin à 5 heures, quand les ouvriers montaient à entrer dans l'usine. Mais c'était des choses qu'ils nous avaient dit le soir. Et nous, on avait passé la nuit à les préparer, parce qu'on était leur roi. On était avec eux. On était. Et il faut se souvenir de ça, que si on changeait un mot, il nous disait, cher ami, c'est fini notre amitié. Parce que vous écriviez, vous essayez de donner la voix vraiment à ce qu'ils disaient, ce qu'ils vous racontaient. Jusqu'au fond. Ça, c'était les enquêtes. Ça, c'est l'enquête, c'est la conduite. Penser avec. Penser avec. Penser avec. Et pour penser, est-ce que vous aviez des réflexions sur cette méthode même, cette pratique, ou est-ce que ça vous venait naturellement? Est-ce que ça vous venait est-ce que vous étiez en dialogue intellectuel, donc avec, je ne sais pas, par exemple, c'est quand Foucault fait le groupe d'information sur les prisons, c'est aussi une méthode d'enquête qu'il a utilisée. Donc c'était des questions, enfin, il y avait quand même des interrogations sur cette méthode. C'était avec qui est-ce que vous pensiez quand vous étiez en train de développer cette méthode, si tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que c'était sui generis? Je dis là, il y a l'axe était Marx. Marx. Voilà. Après, mais Marx, il ne donnait pas tellement de praxis, Marx. Il donnait pas tellement de méthode. Mais toi, par exemple, je ne sais pas, mais moi, je me souviens lire, j'ai passé quelques mois, une fois par semaine, à Venise, avec les ouvriers du port de Venise, et on se trouvait là et on lisait le premier volume du Capital, et ensemble, avec ces ouvriers, ils n'étaient pas des dockers, ils étaient des mécaniciens, des métallos.
pour ainsi dire, non? Des grues, de tout ça, voilà. Et quand ils disaient chez nous, c'est bien vrai que Marx il n'est pas quelqu'un qui amène, bon, dans les écrits historiques, il amène même des points de vue ouvriers directement, non? C'est un ouvrier du monde ouvrier, voilà. Mais dans la critique de l'économie politique, dans les capitales, donc, il y avait vraiment cette reconnaissance immédiate. Mais c'est des petites choses, je ne sais pas, l'épargne du capitaliste, non, du capitaliste industriel qui cherche d'épargner les 1000 exemples qu'il faisait, ce salaud de pauvre, et même qu'il est un crétin en plus, parce qu'il m'a envoyé acheter ces choses-là. J'ai perdu 3 heures quand on pouvait la trouver dans le côté là, parce que j'étais plus industrialiste des patrons, hein, les ouvriers là, en réalité. Mais ils avaient ce sens de la chose qui était à eux. C'était eux qui produisaient. Ils avaient cette dignité du travail, non? Qui aujourd'hui ne se trouve plus jamais, non? Mais cette dignité du travail, les ouvriers de grande. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, plus de 10 ans, dans une des plus grandes usines de chimie. À côté de Venise, à Porto Marghera, quand tu vas à Venise, tu vois encore, il y a les restes, non, de tout ça. C'est un énorme parc. Il y avait autour de 60 000 ouvriers. On a organisé en 63 la première grève sauvage dans cette usine, c'est-à-dire le groupe fondamental avec lequel nous travaillions, alors c'était 60 000, c'était 30 000, le groupe fondamental, il y avait entre 5 et 6 000 personnes chaque 3 heures qui entraient, non? Et on a bloqué ces choses-là, Et ça, c'était tout le développement d'un opéraïsme ou d'un autonomisme où il n'y avait pas utilisation du parti, il n'y avait pas utilisation des institutions, c'était vraiment les ouvriers eux-mêmes, sauvages. Il y avait des institutions de base. Oui. C'est-à-dire il y avait des comités, qui étaient des comités qui fonctionnaient vraiment de manière tout à fait institutionnelle. Voilà, c'est-à-dire que l'autonomie a toujours été quelque chose. C'est une chose qui n'a jamais été extrémiste. Mais quoi? Extrémiste. C'était... Extrémisme. Oui. Non, on n'était pas extrémiste. On était extrêmement politique, extrêmement réaliste. On faisait ce qu'il était possible de faire. Oui. Mais vous alliez contre, par exemple, un vanguardisme de léniniste, n'est-ce pas? Non, notre léninisme, aussi. On avait lu. Vous l'aviez lu, bien sûr. Le léninisme, mais vous l'avez mis de côté. Vous étiez quand même à rebours. Moi, je pense toujours que Lénine n'a rien à faire avec l'Union soviétique. Voilà. Lénine était un grand révolutionnaire, il a compris qu'il fallait parler des ouvriers, c'était un considériste, il a fondé le Soviet. Et le Soviet, et le rapport entre parti et Soviet, quand on étudie bien Lénine, on trouve que c'est un rapport assez dialectique. Mais dans tout cas, ça, ce sont des choses. J'ai écrit un bouquin sur Lénine. Ce sont 33 leçons. 33 leçons, oui. C'était quelle année, ça? Ça, c'est 77, 77, oui. Même alors. Mais là, c'était le maximum que je pouvais enlever de Lénine. C'était vraiment un effort sublime. Sublime avec ses limites. Non? Parce que, malgré tout, le mysticisme ou la peur. Non? Voilà. Le mysticisme de la nature et le sublime de la beauté. Non? Voilà. Voilà, Lénine était au milieu de ça. Voilà. C'était un peu. On avait enlevé tout ce qu'on pouvait avoir de Lénine et de la révolution soviétique. Et je te dis, il y avait avec moi, qui ont travaillé, des camarades qui après ils ont pris des positions tout à fait différentes. Par exemple, Cacciari, Massimo,
qui travaillait avec nous. Il était petit, il était plus jeune que moi, d'une dizaine d'années. Après, il était maire de Venise, philosophe, maintenant il enseigne encore à San Raffaele à Milan. Et lui, par exemple, il est devenu un heideggerienne terrible, non? Mais avant, il a passé surtout à travers Weber. Voilà, il y avait Mario Tronti, qui était un type intéressant, mais qui après, il est devenu un schmittien de gauche. Comme ça, il est rentré au Parti communiste sur la norme de Dieu. C'est-à-dire la crise de l'autonomie était une crise de l'autonomie politique. De cette crise, de cette autonomie qui était montée en puissance jusqu'à quand les usines ont fonctionné. Et après, devant la contre-offensive des patrons, comme on disait alors, non? Donc, à travers la transformation du mode de production, à partir de ce moment-là, il y a eu une rupture d'une autre. Alors, il y a eu les gens qui sont rentrés dans le Parti communiste. Il y a eu les gens qui ont dit, bon, on était défaite, mais on cherche avec les armes de faire une solution, de promouvoir à l'insurrection. Il y a eu ce jour-là la lutte armée. Et les 1000 formes de la lutte armée, parce qu'il y avait... Je voulais te montrer ça c'était un bouquin. L'insurrection armée, Voilà. Ça, c'était en Ivan, hein. Ça, c'est en Ivan. C'était quelle date, ça? C'était du 70. Octobre 70. Il y avait aussi... 70. J'ai traduit il y a en français aussi. Oui, en français. Et ça, amusant, c'est ça, celui qui a mis ensemble ces expériences. Ici, il y a Ho Chi Minh qui témoigne. Il y a tous les gens qui ont témoigné sur les révolutions les insurrections des années 20. Voilà. Et celui qui a mis ensemble toute l'histoire, tout ce qui c'est Togliatti, c'est-à-dire le chef du Parti communiste italien, qui alors était fonctionnaire à l'international communiste, qui était le genre le plus, je pense qu'il était le plus à droite, qui a jamais eu dans tout le mouvement communiste mondial. C'est celui qui après il a transformé Gramsci en une espèce d'auteur, un sociologue tranquille, voilà. Mais dis-moi, dans cette pensée, l'école de Francfort, par exemple, n'a jamais vraiment fait partie de tes repères, je pense. Non. L'école de Francfort était un des objets les plus polémiques pour vous. C'est-à-dire que Horkheimer surtout, Adorno, et tout le travail de l'école de Francfort avant 1945, avant le bouquin Dialectique. La dialectique de l'offrir. Non? La dialectique de l'offrir, c'est 44. C'est écrit en 44, c'est publié en 46. En tout cas, c'est là. Voilà. Tout ce qu'il y avait avant, on a tout. C'était tout dans notre tradition marxiste. Oui. Voilà. Oui. Donc vous étiez vous lisiez ça, complètement. Oui, on lisait ça, mais on lisait tout. Oui. Quand je te dis Weber et Zimmel, non? Mais je pourrais te dire aussi Dilthey et je ne sais pas. Surtout toute la culture allemande en particulier, parce que l'université italienne était une université pratiquement photocopie de l'université allemande. Même d'un point de vue professionnel, no? La privata docente, no? C'è libera docenza, c'avait tous les passages, les mêmes passages qu'il y avait en Allemagne, plus ou moins, même le rapport avec les profs était un rapport dans lequel le prof était vraiment le patron, le barone, on l'appelait en italien, voilà. Comme ça. Il y avait vraiment toute une série de choses. Moi, je l'avais vécu plus ou moins parce que j'étais étudié en Allemagne, comme ça. Donc, j'ai commencé à être en France, moi, j'ai eu la chance de connaître, d'avoir des rencontres avec
parce qu'on avait un petit cercle de discussions politiques dans les années 50, fin des années 50, dans l'université. Et alors on avait invité Goldman, Lucien Goldman, et comme ça, donc c'était un marxisme tout à fait très étrange, non? C'est celui Lucien Goldman, était, comme ça, mais il était vraiment un type bien, qui m'avait invité, lui aussi m'avait invité à un Royaumont, où j'avais connu Naville, qui était un grand trotskiste français, et tout ça, surtout des gens qui après lesquels j'ai repris contact, tout ça. Et bon, et donc, avec Francfort, on avait eu un rapport absolument continu, sauf... Après. Et oui, c'est la version spenglérienne, je l'appelle, non? De l'école de Francfort. Après 1944. Après ça, et ça, après de Francfort, je ne sais pas, en 2 jours de Francfort, c'est... Il y a... Dans les générations qui suivent, la génération après, qui est contemporaine à Habermas, et il y a eu... Axel Honneth après, mais à l'époque Marcuse, il y avait Marcuse. Marcuse était une expérience comme ça, on était tous amusés, non? Avec Marcuse, parce qu'il nous semblait quelqu'un qui... En réalité, bon, on appréciait beaucoup le premier bouquin de Marcuse sur Hegel. Dimension, One Dimensional Man. C'était vraiment formidable, un bouquin formidable. Sur la technologie, ce qui a toujours été important pour toi. Et au contraire, je sais pas, la dimension esthétique, si tu veux, de la vie comme ça, on était à ça. Ça nous amusait, non? Bon, il sert, non? Pour amener certains bourgeois vers nous. Et Foucault, il t'est devenu utile avec sa critique de la biopolitique, c'est ça, du néolibéralisme vers les années 60, 78. C'est surtout la méthodologie, mais les méthodes. La méthode. Foucault de pour généalogie. Moi, au début, c'était ça. Après la biopolitique. Oui, Mais la biopolitique, je dois dire, c'est déjà dans les années après, quand je suis arrivé en France, dans les années 80. Mais alors la méthode, quelle méthode tu parles de généalogie ou archéologie Oui, mais on ne les utilise pas dans ce terme, non? Ok. Dans la généalogie, sans doute, non, si tu veux, comme ça. Ok. Mais ça t'était utile dans les années 60 déjà? Non, beaucoup plus tard. Plus tard. Dans les années 70. Et après, 80, pour moi, c'est-à-dire, bon, c'est évident que la lecture après des textes où tu allais au cours, ou autrement tu devais attendre que les cours apparaissent. Donc c'est pas possible, mais elle est morte en 84, non? 84. 84, c'était la première année que j'étais ici, après la prison. Parce que quand je suis sorti de prison, je suis sorti en tant que député de la République italienne, parce que j'étais élu député, ils m'ont donné la liberté, l'immunité. Donc je suis venu en France tout de suite. Et là, j'ai écrit même un article, et c'était le matron qui m'a fait écrire, j'ai écrit un nécrologe. Un quoi? Un nécrologe de Foucault. Sur un journal qui sort plus, qui n'est plus là. Pour essayer d'introduire sa pensée en Italie. Comme ça. Mais j'avais fait déjà 2 articles très importants en Italie. Tu le trouves dans le grand bouquin de la Lerne,
De Lerne, ok. Quand j'ai lu Foucault et tout ça, Ok, il y a toutes les choses relatives à ma lecture de Foucault dès les années 70 et la reprise après. Voilà. Et là, mais pour revenir à nous, à notre discours, c'était une révision du marxisme, non? Ta lecture de Foucault. La lecture de Foucault est arrivée après. Oui. Après Spinoza, après 84. Non? Non, oui. Avant, c'était notre intérêt, c'était pour la méthode. Oui. La méthode, c'était surtout conception du pouvoir, ouverture à la résistance, point de vue par le bas. Oui. Ouverture de tous les champs. Le féminisme, dans lequel on pouvait trouver, c'est-à-dire la multiplicité des lieux, la pluralité. Il faut penser qu'après, il y a à nous aider dans cette progression de lecture, non? Il y a Deleuze et Guattari et Félix. Oui, bien sûr. Mais par exemple, le féminisme, le matérialisme féministe est né dans mon institut à Padoue. C'était Maria Rosa dalla Costa, c'est celle qui a vraiment organisé tout le premier travail, était mon assistante. Était justement sur cette tranche, c'est quand tu prends, essaye de prendre justement un marxisme développé par l'école de Francfort. Donc, ce n'était pas l'école de Francfort, pour nous c'était une lecture de Marx poussée jusqu'au fond. Non? Voilà. Donc la société était devenue une fabrique, une usine. Dans cette usine, il y avait des résistances. Ces résistances étaient au niveau du développement du capital. C'est-à-dire, ce n'était pas vrai que l'évolution du capital enlevait le rapport fondamental. C'était le capital qui se développait contre les résistances, contre les formes de résistance. Sur les résistances, au-delà des résistances. Au-delà des résistances. Non, la résistance, il y a toujours. Pour une raison très simple, qu'autrement, il n'y aurait pas de capital. Parce que le capital est fait du travail vivant. Si le capital ne peut pas, si le capital est arrivé à dévorer, à comprendre toute la société, ok. Mais s'il vit encore, il a besoin de travail vivant. S'il veut exploiter, et il continue à exploiter, il a besoin d'exploiter quelque chose qui est quelque chose de résistant. C'est ça qui nous lie à Foucault. Cette idée d'une force, d'un travail vivant, qui après se devient, dans la nouvelle formulation qu'on a justement en lisant les Grundrisse, avec un nouveau approfondissement de Marx, qui devient savoir. Le savoir dans l'industrie, mais c'est le savoir vivant, le savoir résistant. D'où l'illusion, par exemple, qu'on a eue, que la transformation informatique, non, et de la digitalisation et tout ça, pouvait déterminer un niveau de résistance plus haut que le niveau ouvrier. Parce que la coopération à ce niveau-là, l'autonomie qui existe, qui devait exister, voilà, est quelque chose sur laquelle on peut construire quelque chose de nouveau. Et moi, je suis encore là. Moi, je pense encore comme ça. C'est dans le livre Assembly, par exemple. Il y a beaucoup de cette discussion sur la manière dont la numérisation, le numérique peut créer des moyens de résistance, je crois. Et moi, je crois que justement, Spinoza, c'est important pour ça. Comment et aussi, je me rappelle quand la critique du livre de la Société d'Exposition, c'était que c'était trop
trop une étude de la domination numérique ou quelque chose. Hein. Et donc c'est qu'il faut y trouver la résistance. C'est ça l'argument, c'est ça. Oui. Je suis encore convaincu de ça, tu sais. Je suis encore convaincu de ça. Je suis convaincu que quand on fait ces analyses qui sont sacro-saintes, non? Et on arrive vraiment à voir le monde, non? Comme une production. Vraiment du capitalisme et du capitalisme productif et capitalisme politique, non? Les deux, non? Voilà. C'est juste, c'est vrai. Mais on oublie deux choses, non? La première, c'est que pour le faire, le capitalisme regarde toujours les gens sur lesquels ils imposent ces lois. Et s'il fait ça, c'est parce que ceux auxquels ils imposent, ils sont antagonistes. Parce que s'ils étaient déjà d'accord, ça serait complètement inutile, non? Donc il y a cette clé, qui est une clé qui nous explique la généalogie de ces processus, de ces tendances capitalistes à l'occupation totalitaire, non? Du monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que il n'y aurait pas d'exploitation, il n'y aurait pas de capital s'il n'y avait pas de force travail, s'il n'y avait pas de force travail, du travail vivant. Du travail vivant, c'est-à-dire du travail qui produit de la valeur. Oui. Parce que la valeur, ce n'est pas le capital qui le produit, c'est toujours la fatigue humaine, la souffrance, l'intelligence, l'engagement dans le faire la vie. Voilà. Et donc, c'est ça, ce sont les deux limites de toute conception adornienne ou francofortienne. Voilà. Les deux limites sont que la généalogie et le but. Dans ça, c'est évident que toute la téléologie marxienne et tout ça est complètement sortie. Il n'y a plus rien. Parce qu'il faut faire valoir justement ces mouvements actifs. Et ces mouvements actifs, ils ne sont pas prédéterminés. Mais ils sont là, ils sont ontologiques. Il y a une ontologie qui est la chose fondamentale. Et cette ontologie, après, elle devient histoire, non? Et alors là, tout peut se passer, non? C'est pour ça les défaites, les victoires. Mais on ne peut pas jamais être sans espoir. Et il faut cette dialectique pour comprendre tout le temps l'interaction entre les formes de répression et les formes de résistance. Qui sont aussi dynamiques, productives et aussi finales, si tu veux. Voilà, qui ouvrent à une autre époque, à un autre épistème. Voilà. Et c'est évident que le passage, c'est vraiment le passage entre Fordisme et post-Fordisme, c'est pas seulement mécanique, hein, ce sont des épistèmes, non? Mais ce ne sont même pas des épistèmes, ce sont des ontologies, des technologies. Et là, l'autre problème énorme, sur lequel j'ai travaillé beaucoup dernièrement, c'est le rapport entre ces technologies ne sont pas méchantes. Elles sont constructives, elles sont productives aussi mais là aussi, il y a les technologies qui peuvent tout détruire, les technologies qui construisent. Et tout ça, il faut le jouer avec toute la question écologique, non? Il est lié à ça, à cette possibilité d'être dans la technique. La technique en tant que quelque chose qui produit, quelque chose qui peut, non, te tuer. Mais ce qui est surprenant, c'est la manière dont la sécurité semble toujours être insérée naturellement dans ces formes de technologie. Oui. Cette surveillance qui est immédiatement dans cette technologie qui permet de plus en plus de... Et pas tout seul, hein, en coopération. Parce que désormais, il n'y a plus rien qui passe tous pour des individus.
on est des ensembles, Oui, oui, des ensembles plus ou moins multitudinaires. oui. Et ça aussi, c'est Spinoza. Ça aussi, c'est Spinoza. Alors, ok, alors dis-moi, parce que Ça aussi, c'est Spinoza. le rôle de Spinoza qui arrive à peu près en 79, qui revient dans ta pensée en 79 quand tu es en prison. Donc c'est sur Spinoza que tu te concentres vraiment à cette époque-là. Oui, parce que je me concentre quand je dis bon, ici, il n'y a plus rien à faire pendant une certaine période. Parce que tu es en prison. Parce que je suis en prison, et je sais que je suis un symbole. Ils m'ont mis dedans, non? Ouais. Ils ne veulent pas me tirer dehors, ils m'ont accusé des choses tellement absurdes que pour les enlever, il fallait, je ne sais pas, il fallait que le bon Dieu descende en terre. Ouais. Moi, je dis tout de suite, d'ici, je sortirai seulement d'un point de vue politique. C'est impossible de me faire sortir d'un point de vue juridique. Parce qu'avec les accusations qu'ils m'ont fait, la magistrature, c'était une institution, c'était impossible. Me mettre sur les journaux pendant des mois et des mois, non? Avec un rouge, avec le visage comme ça, non? Et après, me mettre dehors en disant non, c'était une erreur. Mais est-ce que le tournant vers Spinoza, donc, c'était une manière de te... De me consoler. Non, pas seulement de ne pas te consoler, mais de te rendre plus convenable. Non. Personne ne savait que j'étais du Spinoza. Okay. Sinon des amis plus chers. Okay. C'est ceux qui m'envoyaient. Parce qu'il fallait certaines fois, j'ai eu certaines fois avec lesquelles je pouvais avoir dans ma cellule 3 bouquins maximum. Seulement 3 bouquins. Okay. Il y avait une censure sur les livres qui pouvaient rentrer? Oui. Surtout quand j'étais. Parce que j'ai fait 4 ans et demi alors de prison. D'abord, oui. J'étais quartier d'autre sécurité. Et donc. C'était un confinement isolé. Plus ou moins la moitié. Confinement isolé, l'équivalent de confinement isolé. Le confinement isolé, c'était seulement le premier 6 mois. Okay. Et après, j'ai commencé à avoir, j'ai eu 1 an et demi en prison à haute sécurité. Okay. Après, on a fait une révolte. C'était une révolte désastreuse. On est sorti vivant, je ne sais pas comment, mais on est sorti là. Alors, ils nous ont déplacés, ils nous ont divisés entre Brigade Rouge et nous. Parce qu'on était ensemble avant. Ils avaient mis tous ensemble. Moi, j'étais le chef, donc il fallait me mettre ensemble avec les Brigades Rouges. Alors là, il y a eu j'ai eu la chance d'être avec un certain nombre de mes camarades, parce qu'autrement, avec les Brigades Rouges, la chose n'était pas bien. La confrontation n'était pas très démocratique, on peut dire. J'ai risqué la vie, donc. C'était quand que la Brigade Rouge a dit que non, tu ne faisais pas partie de la Brigade Rouge? C'était quelle année? Moi? À peu près, ouais. Depuis toujours. Non, je sais, mais il y a quelqu'un qui l'avait dit. J'étais tout de suite en septembre, en décembre 79. Déjà 79, dès le début déjà. Donc. Oui, c'était un traître. Oui. Il s'est tourné... des Brigades Rouges, non? Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec les grilles? Il n'a rien à faire avec ça. Voilà. Et c'était un type très important dans la Brigade Rouge, celui qui avait donné quelque chose. Et donc alors, c'est ouverte cette idée dans la discussion politique qu'on avait dehors de la prison, qui était une position politique assez dans laquelle on disait, il ne faut pas faire comme ça, non? Vous allez détruire le mouvement de cette forme, avec cette exaspération militaire de l'action. Et on discutait avec eux avant, sur ça. Tout le monde savait que tout n'était pas d'accord avec eux. Et donc en prison, la discussion s'est ouverte. Sauf qu'en prison. Mais tu étais limité à ce que tu pouvais lire en prison. Donc, je veux dire, tu ne pouvais pas lire du Lénine, j'imagine. Tu ne pouvais pas lire Lénine en prison. Il ne t'aurait pas donné de livre. Si, il te donnait tout. Il te donnait tout? Si. En prison, il te donnait tout, sauf. Sauf quoi? En quantité limitée. En quantité limitée. Ok. C'était pas, le fait d'éviter c'était pas parce que pour ne pas te faire lire des choses. C'était parce que pour question de sûreté. Parce que j'étais convaincu que dans les bouquins, on pouvait
faire sortir, des choses, des lettres, des trucs comme ça. Des choses comme ça. Okay. Chaque fois. Comme les lettres de Gramsci, par exemple. Oui, je faisais là, il y avait des tampons partout. T'arrivais à écrire pourtant. Si. Mais tu gardais. C'était seulement pendant la révolte à Trani qu'ils m'ont tout détruit. Ils m'ont détruit tous les écrits, tout ça, que j'ai maintenu avec moi. Mais. C'était là et c'était. Mais pouvoir écrire et pouvoir éventuellement publier ce que tu avais écrit en partie. Et j'ai publié Spinoza, par exemple. Ouais. J'ai écrit Spinoza avec une amie, ils m'ont laissé la machine Olivetti, la petite Olivetti. Et j'ai travaillé sur Olivetti et après, il y avait ma femme d'abord, non, qui venait pratiquement chaque semaine me voir. Et prenait tes papiers. Et prenait les papiers chaque fois et tout ça. Et moi, le bouquin, Est-ce qu'il lisait, tu crois, quand les écrits sortaient, est-ce qu'il lisait pour voir ce que tu étais en train de faire? J'ai passé. Donc si tu écrivais quelque chose de révolutionnaire, ils n'auraient pas fait passer. C'était du Spinoza. Là, on passait à travers. On passait à travers la bouche avec quand il y avait le contact physique. Peut-être 40%, on n'avait pas le contact physique avec les. On faisait des petites choses, on a fait toutes les choses qui font le milieu. On avait appris on avait beaucoup de gens de milieu qui vivaient avec nous. Et quand tu es retourné en prison après d'être venu en France et retourné au pays, c'était quoi le travail? Quel travail as-tu pu faire? Voilà, j'ai en prison, j'ai en 97. J'ai en prison et j'ai terminé les dernières pages d'Empire. Ah ouais? J'ai fait des corrections, j'ai aidé à couper. Mais là, j'avais tout. J'étais dans un régime, j'avais tout ce que je voulais. Tous les livres que tu voulais. J'avais tout ce que je voulais. Quand je suis revenu, ils m'ont mis dans un régime, dans une prison. C'était une prison pour longue durée. Donc il y avait pratiquement tous des gens, c'était à Rome, de longue durée. Et en plus, il y avait une partie, et là c'était terrible, une partie des malades mentaux, des malades, des fous. Donc on vivait avec des fous et des gens qui avaient plus que perpétuité. En perpétuité ou plus que 25 ans des prisons. Donc, et là, tu as fini Empire. Non, Empire, je l'avais fini avant. C'était vraiment des accessoires, des choses accessoires comme ça. Et après, j'ai fait un petit bouquin qui était philosophique et qui était publié qui s'appelle Almavenus. Almavenus, c'est un bouquin philosophique qui est publié publié en anglais aussi. Je ne sais pas, c'est étrange peut-être. Peut-être que ça a fait un philosophe. Voilà. Philosophe académique. Donc oui, tu as eu un peu des périodes différentes dans ta vie en termes de militance. En prison, justement, alors j'ai travaillé sur Spinoza, et après j'ai travaillé sur des gros articles qui sont entrés dans des bouquins dans lesquels j'avais mis des articles précédents. Alors, il s'appelle, le premier bouquin s'appelle La Forma Stato, et le deuxième s'appelle Macchina Tempo. Ça veut dire ça, avec des articles qui sont des articles plus ou moins théoriques sur l'État, j'ai touché ces spécialités philosophiques et juridiques, non? C'était mon tampon originaire, voilà, et sur lequel j'ai travaillé. Et j'ai travaillé beaucoup, mais d'un point de vue théorique, comme ça. Donc, la chose sur laquelle j'insiste, c'est parce que pour moi, c'était important. Et qui montre comment un philosophe tout à fait classique,
tout à fait académique, si Oui. tu veux, comme ça, comme Spinoza, Oui. pour être plié Oui. aux besoins de la lutte. Ok. Voilà. Alors comment? En le lisant avant tout. En quoi? En le lisant. Mais c'est des conceptions de multitude qui ont quelques résonances. Non. Non. Je pense que la chose fondamentale, c'était le fait de considérer la philosophie immanentiste, l'immanentisme spinoziste, comme quelque chose de créatif. Okay. C'est-à-dire renverser l'idée que les modes sont une production de Dieu. Les modes singuliers sont une production, ne sont pas la production de Dieu, mais produisent Dieu. Voilà. Donc Dieu. c'est le renversement, c'est le même renversement. Le renversement du panthéisme. Ok. Voilà. Okay. Spinoza n'est pas un panthéiste, il n'est pas acosmique, comme veut M. Hegel. Non, mais c'est exactement le contraire. C'est vraiment la découverte de cette modalité, c'est la découverte de l'autonomie des modalités. Voilà. Et c'est la découverte de cette modalité créative dans la complexité de l'humain. Voilà. Et donc il y a cette construction institutionnelle, et donc la théorie politique, une théorie politique démocratique, c'est la démocratie sans phrase, la démocratie absolue. Voilà. Dans laquelle il n'y a pas besoin de l'anti-Rousseau, parce qu'il n'y a pas la nécessité de passage de la besoin. Et voilà, c'est une multitude des sujets pleins. Ouais. Mais cette notion d'autonomie, vraiment, tu l'avais avant Spinoza. Donc Spinoza, ça t'a offert, ça t'a donné une voie de quoi? De mettre ta pensée politique, militante, plus dans un contexte humaniste ou comment? Dans un... Je pense que c'était la possibilité de faire un discours qui ne soit pas marxiste de la manière classique. C'est-à-dire, pour moi, c'était un renouveau d'une philosophie de la libération, si tu veux, dans laquelle le marxisme et le spinozisme pouvaient être considérés ensemble. C'était un peu, à travers, ou en utilisant Spinoza, enlever toute une série d'éléments de lourdeur, des lourdeurs matérialistes, classiques. Je te dois dire, même le nom ouvrier, qui était à un certain point, c'était quelque chose en plus. Parce que ces ouvriers, c'était fini, la classe ouvrière. Il n'y avait plus le besoin de cette classe ouvrière. Parce qu'on avait une multitude dans laquelle on pouvait retrouver ces contradictions du travail humain, que c'était celui qui faisait marcher l'histoire. Voilà. Et donc, c'était la fin du déterminisme. Cet renversement de Spinoza, c'était aussi la fin du déterminisme marxiste. Non? C'était cette opération, qui est une opération pour moi qui était assez fondamentale. Et je suis content qu'il a eu pour un certain comment dire, pas succès, mais diffusion comme ça entre les camarades, les amis, et tout ça. Ça a bien marché. C'est sur ça qu'il y a plus un discours comme celui d'Empire et tout ça était possible. Pour moi. Voilà. Ok. Donc tu vois, mais tout ça c'était subordonné vraiment à ce qui était la situation concrète, déterminée. Voilà, des guerres, mais ça reste toujours ça. Chaque discours doit être un discours déterminé. Bestimmtheit. Bestimmt. Voilà. Et ça, je pense, c'est dehors
dehors de Francfort, même surtout les derniers francophones, honnêtes, avec, par exemple, j'ai fait une polémique avec le dernier, comment ça s'appelle, ce type très sympa, qui est maintenant Rainer Forst ou qui tu as en tête? Il y a un jeune. Jeune. C'est pas Martin Zard. Martin Zard. Oui. Okay. Martin Zard, on a polémisé très fortement sur Spinoza. Oui, il est spinoziste lui-même. Oui, sur ce livre sur Spinoza, il y a tout un parti contre Tony Negri. Vraiment, parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas quoi? Il ne veut pas entendre ça, que Spinoza, c'est un auteur de liberté. Que Spinoza peut être utilisé pour la pensée pour lui, c'est militante. Oui, pour lui, c'est toujours comme tous ces chers, ces types duquel je suis ami certaines fois, franco-phocéens, de Francfort, ils sont tous des gens qui se sont trouvés dans la merde dans laquelle il a laissé Adorno et ses copains, non? Et maintenant, ils essayent de retrouver la subjectivité, quelque part. Et donc, ils la trouvent d'où? La communication. Oui, ça c'était Habermas, bien sûr. Et les autres, tous les alternatives de l'amour, de l'aliénation, contre l'aliénation de l'amour, sont tous à la recherche, non? Les choses ne sont pas satisfaisantes parce qu'il reste toujours dans le produit de cet spanglerisme heideggerien, non? Qui caractérise en réalité, qui caractérise l'esprit allemand depuis la défaite nazie. Qui est resté il y a cette culture, c'est terrible, non? Même Benjamin, non? Il arrive simplement qu'il est le plus grand, non? Là-dedans, il est vraiment le grand, ce qui a tout compris en réalité. Mais pour s'exprimer, il a des difficultés extrêmes, non? Il est contraint à être moitié rabbin, et moitié marxiste, léniniste, il est moitié esthétiste, moitié phénoménologue. Mais il est toujours là, il exprime les choses les plus importantes. Mais toujours dans l'essai de casser, en réalité, ce sont les véritables héritiers du marxisme classique. Est-ce que tu as lu Hans-Jürgen Krahl, le jeune... C'est le nom que je ne voulais pas te dire avant. Ah, ok. Voilà. Krahl. Krahl, je suis le Tu l'avais lu en italien. Je l'ai fait traduire en italien. C'est toi qui l'as fait. Je l'ai fait traduire par plus des cléricaux, des gens de cléricales qui voulaient le faire contre Marx, naturellement, comme ça. Et maintenant, il est republié continuellement en Italie. Pardon? Il est continuellement republié et reprise par les nouvelles générations. Oui. Dans le mouvement. Hein. Oui. Hans-Jürgen Krahl. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est un phénomène intéressant. Ça, c'était la possibilité à l'intérieur de l'école de Francfort de choisir la ligne ouvriériste, la ligne ouvriériste pour ainsi dire. Cette ligne qui ouvrait. Anti-autoritaire. Anti-autoritaire, jusqu'au fond. Et surtout, productive, éthique, d'un point de vue éthique. Radical, ontologique. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans ce cas-là précisément, par exemple, qu'il y avait chez Krahl une manière de penser différente parce qu'il était militant, qui est une manière de penser différente que, par exemple, Adorno à l'époque. C'est évident qu'Adorno manque. Tu sais, j'étais juste en train de lire Krahl sur l'invasion de la Tchécoslovaquie. Il est presque inconnu. Il est complètement inconnu en anglais. Il est en train de se faire traduire en français. J'ai une étudiante qui participe à une collective. Et puis c'est remarquable, et c'est toi qui l'avais fait introduire. Oui, mais toujours, en Italie, on a à partir des années 60. C'était diffusé. Maintenant, il y a
Il y a mes camarades, mes amis qui l'ont republié à nouveau. Ouais. En Italie, c'est vraiment c'est un texte de mouvement. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre? Oh là là, ouf. Tu sais, moi, tu viens des États-Unis maintenant? Ouais. Non, enfin, j'étais en Belgique avant. Je suis arrivé, je suis allé en Belgique, donner quelques cours à Louvain, enfin à ULB. Et puis, tu sais, c'est fou qu'il y a cette nouvelle guerre froide sans le communisme. Sans le communisme. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce fait que rien n'a changé. Oui. Rien n'a changé, sauf le fait qu'il n'y a pas de communisme. Dans la tête des gens, oui. Ouais. C'est inimaginable. Moi, c'était la chose de regarder hier. Je me disais, comment il y a cette... C'est comme les glaciers qui descendent. Ouais. Et maintenant, le communisme et la Russie sont là, ensemble. Il y a les gens qui ne distinguent pas entre les deux choses. Ouais. C'est dingue. Ce que ça montre aussi, c'est que je crois que vraiment l'idéologie, c'était le cache-cache de deux régimes de pouvoir, de régimes d'influence. C'était jamais vraiment le capitalisme contre le communisme avec l'Union soviétique. C'était toujours du pouvoir, puis voilà, c'est tout. Hein? Pouvoir, l'espace continental. Ouais, l'espace continental. Et on va voir qu'est-ce que fait la Chine maintenant. Ouais.